Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'FC, une émission qui nous permettra bien de survoler toute l'actualité africaine et internationale. Avant de vous présenter nos invités, voyons ensemble le sommaire de cette émission. D'abord, nous parlerons de la finale de la Ligue des champions Afrique et nous évoquerons également la disparition de M. Augustin Sidi Diallo, président sortant de la FIF, et les élections avortées à la FIF également. Deuxième sujet, nous ferons le point sur le 4e tour de la CAN 2022 où il y a quelques surprises. Nous verrons tous ensemble dans la deuxième partie de cette émission. Et enfin, football en Amérique Sud, c'est-à-dire Amérique du Sud, Chine également, Ligue 1, Ligue des champions en Europe. Nous allons voir tout ça. Et puis, le président de la CAF, M. Ahmad Hamad, suspendu par la FIFA. Nous allons aborder cette question tout à l'heure. Nous verrons les raisons de cette suspension. Nos invités, il y a d'abord Mo Richemont, qui est conseiller sportif intermédiaire auprès de la FIFA. Il est de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas Mo Richemont? Oui, bonjour José. Vous aurez beaucoup de choses à nous dire aussi concernant la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Et puis nous avons Sidi Napon, qui est entraîneur de foot. Il est du Burkina Faso. Il est président également d'une association, les Chauves de France, d'Europe, d'Afrique. Je ne sais pas, c'est toi le président, je sais. Comment ça va? Ça se passe bien? Oui. Okay. Messieurs, les infos qui vous ont fait rebondir durant ces 48 heures, Mo, tout d'abord? Oui, moi, c'est tout simplement l'hommage au président Sidi, qui est parti, un homme très gentil, bon et très courtois. Donc, un peu de tristesse. Voilà. Oui, Sidi, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 48 heures dans l'info? Oui, dans l'info, il y a 2 décès. Et il y a des... Je veux dire que le décès de M. Augustin Sidi, de la Fédération ivoirienne de football, vraiment, ça fait mal. Et donc, on perd un grand homme. Et puis, M. Ahmad Hamad, que nous allons évoquer, qui a été suspendu. Donc, on verra de quoi il s'agit. Nous allons voir la ligne tout de suite de cette actualité. C'est grave. Pas de l'association. La finale de la Ligue des champions se joue le 27 novembre 2020 entre deux clubs du même pays, le Zamalek et Al Ahly. Alors nous allons voir tout d'abord Raja qui a perdu sur son terrain face à Zamalek 1-0. C'était le 18 octobre au retour, malgré l'ouverture du score pour les Verts, festival de buts pour le Zamalek en blanc, 3-1. Et c'était en Égypte le 4 novembre pour se qualifier. Deuxième match, eh bien, c'était le club marocain de Wydad qui n'a pas eu de chance non plus. 2-0 face à Al Ahly en rouge au match aller. Le 17 octobre et au retour, le 23, le Wydad se fait battre. Également 3-1, 2 matchs retour avec beaucoup de buts et très spectaculaires. Avant de retrouver nos invités, la présentation de cette finale avec Kamesh Katapé. Une finale inédite le 27 novembre au stade Borg Al Arab Alexandrie en Égypte pour la Ligue des champions entre deux formations du même pays. Le Zamalek face à Al Ahly, une finale 100% égyptienne. Le Zamalek s'est qualifié en s'imposant largement contre le Raja Casablanca 4-1. Victoire au match aller pour le Zamalek 1-0 et au retour, le Zamalek bat le Raja 3-1 tandis qu'Al Ahly s'est débarrassé du Wydad 5-1. Victoire 2-0 pour Al Ahly à l'aller et 3-1 lors du match retour. A noter que la Coupe d'Afrique des clubs champions a été créée en 1964 sous forme de confrontation en match aller-retour jusqu'à la finale. Lors de la première édition en 1965, la finale fut jouée en match unique sur terrain neutre à Accra et fut remportée par le club camerounais de l'Oryx Douala. À partir de l'édition 1966, les finales se jouent en match aller-retour. Les éditions 1967 et 1968 ont été remportées par le TP Mazembe. En 1969, les Congolais ont été battus par les Égyptiens d'Ismaïli SC. Le club d'Al Ahly a remporté 8 fois la compétition et l'ES Tunis est le tenant du titre. Sidi Napon, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique n'a rien envié à l'Europe avec sa coupe d'Europe, l'Afrique aussi sa coupe d'Afrique des clubs, et là nous devions assister à une belle finale entre deux clubs égyptiens? Oui, il y a une très belle finale avec Al Ahly, comme on a vu, qui a plusieurs fois été en finale. Et je vois que ce club, depuis qu'ils sont là, ils sont toujours au top niveau, avec le TP Mazembe cette fois-ci qui n'est pas arrivé en finale. On voit Zamalek qui revient en force. Je pense que la Coupe d'Afrique aujourd'hui, c'est un championnat aujourd'hui qui est très très
apprécié par tout le monde et c'est beaucoup regardé. Et donc, je pense qu'on n'a rien à envier aux Européens. Bon, je pense qu'aussi, si on pouvait, au fait, du côté de l'Afrique de l'Ouest, après les ASEC Mimosa, tous les grands clubs de l'Afrique de l'Ouest qu'on ne retrouve plus en finale, je pense que c'est dommage, quoi. Les Égyptiens qui redorent en quelque sorte leur blason dans ce football malgré la crise politique. Oui, il faut dire aujourd'hui que les Égyptiens ont été constants en Coupe d'Afrique et le Zamalek est le deuxième du championnat, derrière Al Ahly. Et moi je pense que le Zamalek a ses chances pour cette finale parce qu'ils ont un jeu alléchant. Il y a un Sassi qui est très technique et très bon. Aujourd'hui, comme mon confrère le disait, la Coupe d'Afrique des clubs n'a rien à envier à celle de l'Europe. Notre problème, on va en revenir à chaque fois, on dit toujours la même chose, c'est le problème de la médiatisation et des droits télé sur cette compétition-là. C'est pas normal qu'on ne regarde que des finales de Coupe d'Afrique quand on a des quarts de finale ou des demi-finales qui sont des matchs très intéressants et de qualité. Voilà, en tout cas sur Africa 24, vous aurez la possibilité de voir le résumé de cette grande finale entre Zamalek et Al Ahly. Nous allons partir chez vous justement, Mo Richemond, et c'est avec la disparition ce samedi 21 novembre du président de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Nous partons tout de suite dans nos bureaux à Abidjan pour faire le point sur cette disparition. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, a tiré sa révérence des suites du coronavirus samedi 21 novembre dans une clinique d'Abidjan. Dans un communiqué paru le 9 novembre, la FIF avait annoncé que M. Augustin Sidi Diallo avait été diagnostiqué positif au Covid-19 ce jour. À la tête de la FIF depuis 2011, Sidi Diallo est la première personnalité du monde du sport en Côte d'Ivoire. Rappelons que pendant sa présidence à la tête de la FIF, Augustin Sidi Diallo a remporté, entre autres, la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec les éléphants. Avant de retrouver Sidi Napon, Mo, c'est un véritable coup de massue pour le football ivoirien, mais non seulement ça, pour l'ensemble des passionnés du football. Oui, mais faut dire que Sidi Diallo était quand même hors football, était une personnalité assez gentille, aimable, quelqu'un qui avait toujours du temps, était disponible pour les uns ou les autres, quels que soient les conflits qu'il y a eu dans le football. C'était quelqu'un de disponible et de gentil, de très bon. Mais au-delà de ça, bon, je ne peux pas dire grand-chose, c'est juste la tristesse. Et je rends vraiment hommage à l'homme et une pensée pour sa sœur et ses frères. Voilà, donc il a permis justement à la Côte d'Ivoire de remporter 2 Coupes d'Afrique des Nations, l'une avec les seniors et l'autre avec les cadets en 2013. Sidi Napon, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre la mort justement de ce personnage qui n'a que 61 ans. Donc le coronavirus tue, même si nous n'avons pas encore la confirmation, mais on sent que justement ce virus ne fait pas de cadeau. Bien sûr, le virus ne fait pas de cadeau, mais le problème c'est que la mort, quelle que soit la circonstance, on ne peut rien dire de grand là-dessus. Et à ce qui concerne M. Sidi, donc il est du monde du football, donc on est tous attristés par ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avant son décès, il y a eu vraiment pas mal de problèmes au niveau de la FIFA. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le décès, tout va revenir dans l'ordre et ils vont... Justement, c'est l'objet de notre débat. Est-ce que vous pensez, Mo, que tout va revenir dans l'ordre sans vouloir... Non, mais je termine là-dessus. Je disais donc, avec la mort de M. Sidi, que bon, tout le monde est attristé, je pense que les hommes vont comprendre que la vie n'est rien. Et qu'il faut se mettre à discuter, à dialoguer pour mettre quelque chose en place pour le bon développement. Mais malgré le dialogue, on a vu que tout a cafouillé, tout a avorté. En fait, je vais essayer de recadrer un peu. Parce qu'il y avait du débat. Oui, bon, je vais recadrer un peu tout. Il faut savoir, pour juste répondre à ce que M. Sidi a dit. Avant de partir, ça veut dire qu'il y a quelques mois, il y a eu l'assemblée extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football à Yamoussoukro. Et il faut féliciter M. Sidi Diallo qui avait déjà mis tout à plat. Ça veut dire qu'il a eu le quitus de tous les clubs. Et vous pensez qu'il avait tout mis en place, c'est-à-dire il avait déjà mis en place son remplaçant? Oui, il y a une réconciliation. Mais il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection. Non, mais c'est pour ça que je vais vous expliquer. Ça veut dire qu'il y a eu la grande assemblée à Yamoussoukro. Ouais.
Et il y avait tous les candidats, dont Didier Drogba, Sori Diabaté, Idriss Diallo, bon pas Idriss, mais certaines personnes qui le représentaient. Et Ayam Sokro, Sidi, sur le départ, a annoncé qu'il ne se représenterait pas, mais a tenu quand même à planir les choses avec pas mal de monde du milieu. Et voulant mettre par force Idriss Diallo? Non, pas du tout, parce que le candidat de Sidi Diallo, ça a toujours été Sori Diabaté, qui est son vice-président. Ouais. Juste une parenthèse pour dire aussi que Sidi Diallo a été dirigeant du Stella Club d'Adjamé, qui était un grand club des années 80 et 70, mais vous avez oublié de dire que sous Dieng Ousseynou, Sidi Diallo a été quand même l'homme qui était auprès de ces joueurs-là. Pendant Sénégal 92. On ne met pas en cause sa gestion, mais justement on parle des élections qui ont avorté. D'accord. Pourquoi ces élections ont avorté? Pourquoi ce rejet à l'égard de Didier Drogba, quand même, qui a beaucoup apporté au football ivoirien? Le problème avec Didier Drogba, vraiment, a sali l'image du football ivoirien, en fait. Donc, pourquoi? Moi, je pense que quand on est président de la FIFA, dès le départ, M. Sidi, il a eu des soucis avec beaucoup de clubs en Côte d'Ivoire qui a amené tout ce problème-là. Donc, moi je pense qu'en tant que président de la fédération, quand on est président d'une fédération, il faut tout mettre dès le départ, c'est vous qui dirigez, il faut dès le départ mettre la discussion en place et mettre les choses à plat. Et ce qui s'est passé avec le groupe des autres clubs qui ont mis des problèmes, et ensuite il y a eu le problème de Didier Drogba qu'on a refusé et que jusqu'à la FIFA a mis le nez dedans. Bon, ça fait vraiment quand même pas mal de bruit au niveau du football ivoirien. Alors l'image du football ivoirien. Moi j'ai envie de vous dire qu'on est la Côte d'Ivoire, on est un pays de démocratie. Ça veut dire que chez nous, on écoute tout le monde. Pourquoi rejeter Didier Drogba? Mais si c'est la démocratie, pourquoi ils ont rejeté Didier Drogba? Je me permets simplement de m'expliquer. En fait, Didier Drogba n'a pas été rejeté. Didier Drogba n'a jamais été rejeté puisque sa candidature. Alors, je vous interromps 2 secondes. Non. On va voir en même temps les 3 candidats en question qui ont posé leur candidature. Donc, il y a Idriss Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba. Nous allons les voir et je vous laisse continuer. D'accord. Ils sont en train de passer sur le. D'accord, je peux continuer. Oui, donc, comme je disais, Didier Drogba n'a pas été rejeté. Le problème Didier Drogba, c'est la façon dont il pose sa candidature. Ça veut dire que derrière lui, il n'a pas le soutien de ses anciens coéquipiers. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que ça donne une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Tout simplement, c'est une compétition. Alors Didier Drogba, il se présente, il se retrouve devant des difficultés et il essaye de les surmonter à sa façon. Attendez, il y a un problème là-dessus. Est-ce qu'il est crédible? Moi, je trouve que Didier est très crédible et il a ses chances. Mais c'est tout à fait normal que dans une compétition, dans une élection, il y ait des alliances et il y ait des combats. Je vous assure que moi, je suis les anciens. Ce n'est pas parce que ces anciens coéquipiers n'ont pas souhaité. Ça dépend est-ce que les anciens coéquipiers avaient l'aval de tout le monde? Parce que le bureau de les anciens coéquipiers étant voté par les footballeurs, est-ce qu'ils ont pris l'avis des footballeurs pour dire que non, qu'on suit? Ils ont pris une décision? Non, laissez-moi, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le quitus de tous les membres. C'était une décision qui a été prise à part pour ne pas soutenir Didier. Mais dans ce contexte, est-ce que, à cause de ça, même s'il n'est pas soutenu, qu'on refuse sa candidature? Vous savez, non, mais c'est parce que la FIFA a mis le nez dedans. Pourquoi la FIFA a mis le nez dedans? Si la FIFA a mis le nez dedans, c'est qu'il y a un souci. Oui ou non? Une fois qu'il y a un souci qu'on a dit que de relancer. Je mélange un peu tout. Non, je ne mélange pas tout. Non, je ne mélange pas tout. C'est-à-dire que la FIFA, moi, il faut être cohérent. Si la FIFA met le nez dedans, c'est qu'il y a un souci. Non, mais on est d'accord que la FIFA. Mais qui a saisi la FIFA? C'est la Fédération ivoirienne de football. C'est pour ça que je veux. On dit la même chose, qu'il y a eu un problème, mais il faut bien contextualiser les choses. Alors, l'explication, c'est quoi? Il y a l'AFI. En 30 secondes, car nous allons passer au autre chose. D'accord, il y a l'AFI de Cyril Domoro, qui est l'association des anciens joueurs, dont Didier Drogba est vice-président. Il y a l'association des footballeurs et il y a l'association des anciens. Je pense que M. Sidi est en train de tout mélanger. Il y en a qui sont avec Didier Drogba. Et les anciens joueurs et l'AFI
de Cyril Domoro ont préféré choisir un autre candidat. Et oui, il y a un problème. Et si la FIFA s'en mêle, c'est parce que justement la candidature de Didier Drogba était sujet de discussion. D'accord, C'est monsieur. En tout cas, nous allons clore À le cause des débat. parrainages. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Sachez que Didier Drogba collectionne... Il y a des règles. Hein, c'est la loi. Didier Drogba collectionne des titres. Il a été récompensé avec la distinction du président de l'UEFA. L'ancien attaquant de Chelsea vient de recevoir un nouveau trophée, cette fois à Dubaï. Il s'agit de la médaille de la première ligne de défense, prix qui lui a été décerné aux Émirats Arabes Unis. Et puis en image, regardez, sans surprise, l'Afrique du Sud a remporté l'édition 2020 du tournoi féminin senior du COSAFA, Conseil des fédérations d'Afrique australe, la joie des filles de l'Afrique du Sud. Et puis deuxième photo avec donc le Tunisien du CS Sfaxien, Fawzi Benzarti, qui a quitté plutôt le club tunisien du CS Sfaxien et s'est engagé officiellement avec le Wydad de Casablanca en quête de nouvel entraîneur après une saison chaotique. Les dirigeants du Wydad ont jeté leur dévolu sur Fawzi Benzarti. Moi, vous avez des choses à dire? Non, mais je voulais juste revenir tout à l'heure parce que là, il y a un peu confusion. Moi, personnellement, je suis pour la candidature de Didier Drogba et j'espère qu'il pourra peut-être gagner. Mais la FIFA s'en mêle parce qu'il y a un problème de parrainage, le problème de l'Africa. Il y a eu ingérence de la fédération, ça c'est sûr, sur le dossier Africa. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire que la FIFA a le droit... Je vais dire ça, il ne faut pas essayer une fois, pour que ça soit court, une fois que la FIFA met son nez dans un problème d'une élection, c'est que ce n'est pas clair. Mais les élections ne sont jamais claires. Monsieur, nous allons clore la première partie ici, juste en montrant à nos téléspectateurs, je suis pas d'accord. Pour terminer, à nos téléspectateurs, les candidats qui se sont portés volontaires pour la présidence de la CAF. Vous avez vu donc Ahmed Yahya, il y a Jacques Anouma, Patrice Motsepe, Augustin Sangor, que nous allons voir, le président de la Fédération sénégalaise de football, et M. Ahmad, mais il y a un problème pour M. Ahmad, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Jacques Anouma, qui a été reçu par le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko et le ministre des Sports Dano Paulin. C'est une manière peut-être d'approuver sa candidature à la CAF, une information qui nous a été communiquée par Mo Richemont. Merci pour la première partie de cette émission. Moi, encore des choses à dire parce qu'il veut défendre son pays. Peut-être si nous avons le temps. Deuxième partie, nous allons vous laisser la parole un peu plus longtemps. À tout à l'heure, restez avec nous. Deuxième partie de cette émission, l'FC comme tous les lundis, nous parlerons du 4e tour de la CAN où il y a eu quelques surprises et puis nous irons en Amérique du Sud ainsi qu'en Chine, en France et en Europe pour parler de la Ligue des champions en Europe. Nous avons avec nous comme invité Mo Richemont, conseiller sportif intermédiaire auprès de la FIFA. Il est de la Côte d'Ivoire et en face de lui il y a Sidi Napon. Je peux vous dire bien que la discussion était très chaude. Pendant la pub, il est entraîneur, il est du Burkina Faso. Tout de suite, le dossier de l'FC. Et tout de suite, éliminatoire de la CAN, en prévision de la phase finale qui aura lieu, vous le savez, en janvier 2022 au Cameroun. Et nous allons nous arrêter sur quelques matchs avec d'abord le Burkina Faso qui a battu chez lui le Malawi 3-1 et au retour le Burkina a fait un faux pas en faisant match nul face au Malawi 0-0. Sidi Napon, peut-on appeler ça un faux pas? Non, ce n'est pas un faux pas, c'est un bon résultat. Faire 0-0 à l'extérieur, c'est très bien. Actuellement, on est premier de notre groupe et puis bon, voilà, on continue. De toute manière, avec les jeunes qu'on a aujourd'hui, on sera qualifié pour la CAN au Cameroun. Oui, alors, vous êtes premier, mais il reste quand même encore 2 tours. Est-ce que les cadres sont toujours là, bien présents? Oui, les cadres sont là. C'est les anciens internationaux, c'est les anciens footballeurs aujourd'hui qui encadrent le football. Ce sont des frères. Je suis très content du boulot qu'ils sont en train de mettre en place. Il ne faut jamais se débarrasser des cadres. Non, il ne faut jamais. Entre les anciens et les jeunes, aujourd'hui, la mayonnaise commence à prendre. Je pense qu'on devrait vraiment les laisser beaucoup travailler ensemble avec ce groupe-là. Et je pense qu'on aura des jours meilleurs avec les jeunes qui viennent derrière. Kamou Malo,
Vous êtes satisfait de son travail? Oui, il travaille très bien avec Firmin Sanou, qui était aussi dans l'ancien groupe, qui était international aussi. Quelle est son histoire, Kamou Malo, pour Kamou nos Malo, téléspectateurs? il était footballeur international aussi. Oui, c'était un grand joueur aussi. Il a bien joué, mais il a joué au pays. Je ne sais pas, et en plus, il a été entraîneur au Burkina où il a eu beaucoup de très très bons résultats avec les clubs. Dernière question. Oui. Pourquoi appelle-t-on si tard les entraîneurs, les techniciens locaux? Pourquoi c'est maintenant? On aurait pu l'appeler avant. Non, mais bon, il a compris que la meilleure façon qu'un pays puisse bien se développer, c'est de travailler avec les locaux, même au niveau de choses comment pour l'habillement, on a aujourd'hui Tovio qui équipe pour l'équipement, qui équipe le Burkina Faso. C'est du Burkina Faso. Consommons ce que nous produisions. Votre technicien, il y a vous aussi. Mais je suis là, mais pour le moment, il y a d'autres qui sont là. Vous êtes en salle d'attente? Non, pas en salle d'attente. Il y a des gens qui font du bon travail et je suis de tout cœur avec eux. Je les soutiens énormément. On se gagne au téléphone, il n'y a pas de souci. Autre match, Côte d'Ivoire-Madagascar, 2-1 au troisième tour et 1 but partout au quatrième tour à Madagascar. Une équipe de Côte d'Ivoire qui ne domine plus sur le continent. C'est le départ de certains cadres, j'allais dire, qui posent problème, mais il n'y a que, pas beaucoup, il y a Touré et peut-être deux autres. Comment expliquez-vous ça? Parce que c'est quand même une contre-performance de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est une contre-performance. On a une étape un peu cruciale où il y a vraiment une génération montante, celle qui a gagné la CAN U17 et qui était un produit du groupe de Camara, Ibrahim, qui est parti. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a beaucoup de joueurs, autant que le Brésil, beaucoup de professionnels. Malheureusement, autant que le Cameroun aussi. Voilà, mais malheureusement, on a un entraîneur qui débute, je pense. Mais il n'y a pas un problème en Côte d'Ivoire en ce moment? Moi, je pense qu'au niveau de la sélection, les choix sont discutables. Voilà, on a des joueurs d'Arabie Saoudite, d'Égypte et j'en passe. Il y a des joueurs confirmés, mais je pense que... Patrice Baumel ne fait pas l'affaire? Moi, personnellement, je trouve que c'est timide. Les résultats ne sont pas là et je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Autre match avec le Cameroun qui a aussi changé d'entraîneur. Vous le savez, c'est le Portugais Tony Conchao qui l'entraîne et a été battre le Mozambique sur sa terre 2-0. Début signé Vincent Aboubakar et Serge Tabekou. Un match qui était très physique également, si vous l'avez vu à la télévision. Nous allons changer de match avec un gros plan également sur Gambie contre Gabon, 2-1. Mais les éperviers ont connu quelques petits problèmes. Vous allez voir aussi la bavure du gardien au ralenti. Regardez, et il me fait une mésaventure. Il avait sommeil. Une mésaventure pour l'équipe du Gabon. C'est à Banjul, dans la capitale ou à l'aéroport de la Gambie, où semble-t-il les autorités ont imposé un test Covid à tout le monde. Des joueurs gabonais qui, vous allez le voir, ont dormi à même le sol. Regardez, et ont joué de la musique pendant quasiment toute la nuit. Pour ne pas trop réfléchir. Ils avaient leur portable également, donc pour ne pas trop s'ennuyer non plus. Alors, d'où les explications dans ce témoignage de leur entraîneur, Patrice Neveu, que j'ai pu joindre au téléphone. Écoutez-le. Pour mon message, effectivement, on fait un bon départ, après une bonne série de matchs amicaux en préparation, après la Covid a coupé un peu les longs du groupe, on a fait ce match contre le Bénin. On s'est relancé chez nous contre la Gambie, logiquement on les a battus. Que ce soit au niveau du jeu, on aura été supérieur, au niveau des occasions aussi. Bon après, par rapport à la défaite là, il y a quelques minutes en Gambie, l'évidence c'est quand tu arrives à 23h40 et qu'à 6h30 du matin, 7h, ils te libèrent. Bon, on a couché au sol. Le groupe fatigué, bien sûr, ils ont dormi 4 heures. Bien sûr que ça a de grosses incidences sur la prestation de l'équipe, même si mes joueurs ont été courageux. Bon, après, ce qui est déplorable et inadmissible, c'est que qu'on puisse laisser faire de tels comportements, c'est-à-dire tout simplement, ils ont pris nos passeports et ils nous ont bloqués, quoi. Donc c'est atteinte à la plus grande moralité d'un sportif ou d'un humain qui voyage d'un pays à l'autre et qui peut logiquement prendre son passeport
et continuer sa route, quoi. Après, ben, je laisse les journalistes faire leur travail. Pour ma part, je préfère m'arrêter là sur mes propos parce que je pourrais être très dur. Par rapport à la CAF, je sais qu'ils sont dans une période compliquée d'élections et autres. Voilà donc pour les propos de Patrice Neveu. Nous allons voir le classement après 4 tours ou 4 journées avec tout d'abord pour le groupe A et c'est l'équipe du Mali qui a pris déjà la tête donc avec, vous le voyez, 10 points. Nous allons enchaîner avec le groupe B où vous allez voir le Burkina Faso a pris la tête, donc Burkina Faso 8 points devant l'Ouganda 7 points. Alors vous pensez que le Burkina est à l'abri ? Non, nous on va se qualifier, sans problème. Ouais. D'accord. Nous allons enchaîner avec un autre groupe, cette fois-ci, eh bien, c'est le groupe C avec le Ghana qui est ex-aequo avec l'Afrique du Sud. Donc Ça, ces deux pays relevé, hein. devraient se qualifier. Enchaînons avec le groupe D maintenant, la Gambie devant le Gabon. La RDC est à la 3e place. Ça se dispute dur entre Gambie et Gabon. Autre groupe, c'est le E. Le Maroc qui a pris le large, littéralement, devant la Mauritanie. En groupe F, le Cameroun, qualifié d'office. Mozambique et Cap-Vert se disputent la qualification. Après le F, c'est le G. L'Égypte fait du surplace avec les Comores. Ah oui. Les Comores. Donc attention, Mo et Sidi, un petit mot sur les Comores. Mo. Moi, c'est une équipe que je ne suis pas, mais c'est dommage, hein? Oui, je ne la suis pas en ce moment, mais je sais qu'il y a des anciens joueurs, enfin du côté de Marseille, qui sont intégrés dans l'effectif. C'est de nouvelles équipes, sûrement qu'il y a une bonne organisation qui permet l'équipe d'arriver là. Oui, ça, elle vous fait peur cette équipe, les Comores? Je ne connais pas bien les Comores, mais en voyant le classement derrière l'Égypte. Ça veut dire qu'ils ont une très bonne équipe. La plupart de la population, comme il a dit, les Comoriens sont nombreux à Marseille. Ils ont une forte communauté là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs comoriens qui jouent en France ici. Tout à fait. Et j'espère que c'est le groupe qu'ils ont pris au niveau de la France, qu'ils ont une bonne équipe. Mais je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne peux pas m'hasarder là-bas. Pour l'instant. Nous allons enchaîner avec ce classement après 4 journées. Le H, l'Algérie. Donc, qui est déjà qualifié devant le Zimbabwe. Autre groupe, après le H, nous retrouvons donc le I avec le Sénégal. Je sais que notre confrère Radim a déjà organisé un grand dîner quelque part en France, à Paris, pour cette qualification. Et après le I, le J et la Tunisie. Qualifié aussi. Qualifié également. Après, nous retrouvons, après le J, la Côte d'Ivoire. Aïe, aïe, aïe. Ah, les Malgaches, ils sont pas mal. Moi, est-ce que vous avez parié sur la qualification de la Côte d'Ivoire? Non, vous avez peur? Pas du tout. On y croit toujours, mais il faut vraiment féliciter l'encadrement de l'équipe malgache et les joueurs qui sont vraiment au niveau, quoi. Ouais. C'est la compétition, on aime voir. Et les éléphants sont connus pour gagner dans la difficulté. Ça, c'est connu. Et le L maintenant, avec le Nigeria. Qui se dispute la première place avec le Bénin. Donc, ces deux équipes devront en principe se qualifier. Messieurs, nous allons partir au Cameroun. Vous savez, il se passe des choses entre la Ligue et la Fédération. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue, a indiqué dans un communiqué mercredi 18 novembre 2020 que la Ligue va reprendre du service. Ça devrait être le samedi 21 novembre 2020, un jour avant le kick-off de l'élite One de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire avant le début du championnat. Pierre Semengue, un ancien militaire, il ne lâche pas comme ça. Nous allons rejoindre tout de suite au Cameroun, à Yaoundé, Viviane Baoken pour ce sujet. Regardez. La tourmente entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun n'est pas prête de s'arrêter, alors que les deux instances avaient distinctement engagé la reprise du championnat de Ligue 1. La récente sentence du tribunal arbitral du sport vient rétablir la Ligue dans ses droits après l'anneau de la FIFA. Donc pour l'instant, la Ligue n'est pas suspendue, mais nous avons retiré la délégation. Donc maintenant, il se trouve que le gouvernement camerounais veut
absolument, parce qu'il confond un peu malheureusement le rôle de la fédération et celui de la Ligue. Et il pense que c'est un conflit entre la fédération et la Ligue, mais non, il se trompe complètement. C'est un conflit entre membres de la Ligue, c'est-à-dire entre clubs de football. Il se trouve que sur une trentaine de clubs, 18 ne sont plus d'accord de jouer le championnat dans les conditions actuelles. Dans sa sortie du 16 novembre 2020, l'instance faîtière du football, qui assiste depuis plusieurs mois au spectacle désolant entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun, demande la reprise du championnat, mais cette fois par la FECAFOOT, et ce au détriment de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une autre directement battue en brèche par les responsables de la Ligue. Et depuis le début de cette affaire, la Ligue a choisi la voie du règlement, je vais dire juridique du litige. Et au jour d'aujourd'hui, la Ligue est, on ne va pas dire vainqueur, mais elle est bénéficiaire de toutes les sentences et de toutes les décisions qui ont été prises jusque-là. Donc je ne vois pas à quel titre la Ligue abandonnerait ses prérogatives et ses compétences d'organisation des championnats professionnels au Cameroun. La bataille s'enlise des deux côtés et la FIFA annonce une mission spéciale à Yaoundé afin de concilier les deux parties. Mais très vite, la présidence de la République du Cameroun s'est saisie de l'affaire et a institué le 18 novembre 2020 une médiation entre les deux instances. Objectif, taire les querelles et redorer le blason du football camerounais. Pour l'heure, les acteurs du football attendent encore les conclusions de ces assises. Messieurs, il nous reste 2 minutes encore pour discuter autour de cette affaire du football camerounais. Il paraît que le dossier est arrivé sous le bureau du président de la République. Ça, c'est une autre affaire. Quand ça commence à arriver dans la politique, ça c'est compliqué. Mais que dit le règlement au niveau de l'organisation du championnat du football camerounais? Justement, dites-nous tout. Donc, le règlement dit que c'est la Ligue qui doit organiser. Mais je pense qu'avant ça, avant ce problème, il y avait le problème d'élection au niveau de la Ligue. Mais oui. Il y avait un problème d'élection au niveau de la Ligue où ils se sont mis d'accord avec le président de la fédération parce que le président de la Ligue avait dépassé l'âge. Et donc le président de la fédération a accepté qu'il termine son mandat et que la Ligue doit envoyer un nouveau président, nommer un nouveau président au niveau de la Ligue. Qu'est-ce qui se passe? D'après la fédération, a envoyé une autre personne. C'est-à-dire que pour déléguer, c'est-à-dire eux, ils ont nommé une personne qui va être président de la Ligue, au fait. Donc vous pensez que le président voulait nommer son homme à lui? À l'homme à lui, son candidat au niveau de la Ligue. Et c'est là la Ligue a refusé aussi. Que c'est à eux d'organiser et ils présentent leur candidat au niveau de la fédération. Donc c'est tout à fait un problème qui est mélangé. Donc je pense que si le tribunal arbitraire s'est mêlé et il a donné raison à la Ligue, il se base sur le règlement d'organisation au niveau du championnat. Mo, que pensez-vous de ce dossier, de cette affaire? Je constate qu'il y a des problèmes un peu partout, mais tout simplement, c'est important, tout ce que j'ai à dire, c'est important d'avoir une ligue amateur ou professionnelle forte. Mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait un litige entre la fédération et puis la ligue. C'est une famille, c'est deux entités qui fonctionnent ensemble. Donc je pense que c'est un problème qui est arrivé au TAS et qui va perdurer. Et je ne pense pas que ça finisse aujourd'hui. Oui, donc c'est difficile de trancher dans cette affaire? Mais le TAS a déjà tranché. Ils ont dit, et a donné raison à la Ligue. Ils ont donné raison à la Ligue. Ils ont dit que c'est la Ligue qui doit organiser. Donc quand on décide ça... Mais je pense qu'il y a le président de la République qui a été saisi. Donc on est en Afrique, il faut... c'est pour ça qu'on parle de loi et de textes. Une fois que les textes sont respectés, les choses avancent. Vous pensez que le président de la fédération est en danger?
C'est pas question de tout ça, c'est une discussion à faire. Si ils veulent que tout se passe très bien, ils n'ont qu'à laisser la Ligue organiser suivant les règlements. Voilà, c'est une question de fonctionnement. C'est une question de fonctionnement. Puis on n'en parle plus. Okay. Si chacun veut se mêler de ce que l'autre ne peut pas gérer, ça crée des problèmes. Messieurs, on se retrouve tout à l'heure. Des problèmes en Côte d'Ivoire, des problèmes au Cameroun et des problèmes à la CAF. Monsieur Ahmad Ahmad a été suspendu. On en parle après la pause. Nous l'avons appris ce lundi en fin de matinée. M. Ahmad Ahmad, qui est de Madagascar, président de la CAF, a été suspendu par la FIFA pour 5 ans. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans cette troisième partie, nous irons en Chine, nous irons aussi en Amérique du Sud, nous partirons en France et puis nous allons également parler de la Ligue des champions Europe. Nos invités, il y a Mo Richmond, qui est conseiller sportif intermédiaire auprès de la FIFA de la Côte d'Ivoire, et Sidi Napon, qui est lui entraîneur de football et qui est du Burkina Faso. Tout de suite, le jingle pour le football international. Et avec le troisième tour de la déqualification de la zone AB Sud avec le Brésil face au Venezuela, 1-0 avec un but de Roberto Firmino, mais Neymar n'a pas joué, même si vous le voyez en image, le joueur du Paris Saint-Germain qui était blessé et qui est en convalescence actuellement. Autre match avec le 4e tour cette fois, la 4e journée. L'Équateur qui écrase la Colombie 6-0. Le point complet sur cette journée en absurde avec Équateur qui a battu Colombie 6-1. J'avais dit 6-0. Oui, donc c'est 6-1, 6-0. Enfin, en tout cas, on retiendra 6 pour l'Équateur. Venezuela, Chili 2-1 et Paraguay, Bolivie 2-1. L'Uruguay qui perd sur son terrain face au Brésil 2-0 et Edilson Cavani qui a été expulsé. Pérou perd également devant l'Argentine 2-0. 5e journée au mois de mars. Regardons le classement avec le Brésil qui est en tête devant l'Argentine. L'Équateur est 3e, 4e le Paraguay et 5e l'Uruguay. Nous allons enchaîner avec le championnat de France. Tout le monde avait le regard tourné sur la rencontre Monaco-Paris Saint-Germain. Sidi, PSG qui prend 3 contre Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé? La défense n'a pas tenu du côté du PSG. Ce n'est pas question de défense. Je pense qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de... Monaco, ils avaient une bonne équipe aussi. Donc, je pense après quand le PSG menait, je pense qu'il y a eu un peu de relâchement. Et donc, quand tu as le relâchement, croyant que tu as gagné avant la fin du coup de sifflet final, donc les revers, ça revient tout de suite. Vous avez vu le pénalty qu'ils ont eu. Et l'erreur du défenseur, ça peut arriver. Mais bon, ça veut dire qu'ils n'étaient pas concentrés. Rennes-Bordeaux, Rennes qui a perdu dans vos Bordeaux, là, c'est la surprise, Mo. Personne n'a rien compris. Écoutez, ils sont en pleine remise en cause, donc ça ne m'étonne pas. Mais il faut dire que les deux clubs sont en restructuration. Donc on n'a pas tous les joueurs. Il y avait quelques blessés, quelques absents, mais bon. Je pense que sur la durée, le championnat reprend. Vous savez, avec le Covid, tous les automatismes ne sont pas encore parfaits. Oui. Et le championnat avec le classement de ce championnat de France, premier le Paris Saint-Germain, 24 points. Deuxième Lille qui a battu Lorient 4-0, 22 points. Troisième, quatrième et cinquième, Lyon, Monaco et Montpellier avec 8 points. 18e, donc Lorient, 19e Strasbourg et 20e Dijon. Et puis, vous voulez dire? Non, je voulais revenir sur le PSG Monaco. Il y a un retour de Fabregas qui est important. On parlait des anciens qui encadrent les jeunes. Et surtout, l'adaptation de Diallo, le défenseur qui vient de Dortmund, qui n'a pas été bien engagé. Donc, du coup, il y a eu des erreurs défensives. Mais je pense que l'équipe du PSG en ce moment est en constant manque de confiance. Et ça se voit sur les contrôles et sur la façon de jouer. Voilà. Merci Mo. Actuellement joueur à Shanghai chinois en Chine, Stéphane Bia, 34 ans, continue son tour du monde des clubs après avoir joué en Espagne, en France
Et en Angleterre ou encore en Turquie, son club actuel participe à la Ligue des Champions Europe. Regardez, justement, lorsque les joueurs sont arrivés au Qatar, comment ils ont été bloqués à l'aéroport donc pour être justement contrôlés avec des combinaisons avant donc de débarquer complètement. Oui, c'était au Qatar. Ils sont en train d'aller à la Lune ou quoi? Stéphane Mbia, que je salue, j'ai fait l'école avec son frère Karim. Donc bonjour à Stéphane et puis bon courage. Oui, justement. Alors il nous parle de sa vie en Chine, précisément de cette Coupe d'Asie des clubs et puis de la sélection du Cameroun. Stéphane Mbia. La vie à Shanghai, écoutez, c'est une très belle expérience. La vie est belle, c'est une autre culture qu'en Europe. C'est différent, mais je pense que c'est très enrichissant de découvrir d'autres cultures. Concernant le Covid, tout est revenu normal. Les événements ont repris leur cours et je pense que la majorité des citoyens chinois sont plus en sécurité. La Champions League asiatique est une très belle compétition à disputer. Nous la disputons parce que le Shanghai Shenhua la saison dernière a gagné la Coupe de Chine. Et cette saison, nous avons été éliminés en quart de finale des playoffs lors de la séance des tirs au but. Mais nous avons bien sûr pu constater que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs. Nous sommes arrivés au Qatar et nous sommes prêts à entrer en compétition. Nous sommes dans le groupe F avec le PA Glory, une équipe australienne avec laquelle nous jouons le premier match de... Et aussi, bien sûr, il y a le FC Tokyo et le Ulsan Club sud-coréen. Le Cameroun a une très belle équipe. Il y a une belle génération. Ils sont seuls en tête, je pense, du groupe F. Ils réalisent une belle campagne de qualification pour la CAN. Il y a aussi de bons attaquants, Vincent Bakar, Christian, Basogo, Karl Toko, Eric Choupo. C'est vraiment, je pense, intéressant ce que font les Lions en ce moment. Voilà, Stéphane Mbia, et sachez que son équipe a gagné, c'était le mercredi 18, contre l'équipe de Perth Glory, sur le score de 2-1. Je crois que samedi, Shanghai a perdu devant Ulsan, c'est une équipe coréenne, sur le score de 2-1. Et l'équipe de Stéphane Mbia joue contre le FC Tokyo ce mardi 24. Une petite confusion. Bon. Non, mais c'est pas Mbaya Karim, c'est Stéphane Mbia. C'est vrai que le championnat chinois est très attractif en ce moment. Et c'est un marché qui est assez intéressant aujourd'hui pour certains joueurs qui veulent aller de l'autre côté de l'Hexagone. Voilà. Merci Mo. Nous allons parler de la Ligue des Champions, que vous suivez très bien, j'imagine, Sidi Napan. Oui, si, bien sûr. Oui, avec. Vous n'avez pas l'air de suivre. Si. Non, pourquoi? Je suis très bien. Oui. Parce que bon, je voulais que le PSG gagne, mais pour le moment, oui, c'est pas le cas. C'est chaud. Hein. Ce mardi 24, il y aura Rennes-Chelsea en groupe E. Krasnodar contre Séville. Il y a un groupe F, Dortmund contre le FC Bruges, Lazio Zénith, un groupe G, Dynamo Kiev contre Barcelone et Juventus contre Ferencváros. C'est un club hongrois. Il y a un groupe H, Manchester United contre Istanbul et PSG contre Leipzig. Vous pensez que PSG va s'en sortir, Sidi? Oui, ils vont s'en sortir. Troisième quand même, de ce groupe. Troisième, bon. Le championnat n'est pas encore terminé. Avec le groupe qu'ils ont, ils ne peuvent pas ne pas se qualifier, c'est pas possible. Oui, et puis en groupe A, il y a mercredi 25 Atlético de Madrid contre Lokomotiv Moscou, Bayern Salzbourg. En groupe B, Inter contre le Real. Il y a Mönchengladbach contre Shakhtar. Groupe C, Marseille contre Porto, Olympiakos contre Manchester City. En groupe D, Liverpool, Atalanta et Ajax contre Midtjylland. C'est un club danois. Vous, comment voyez-vous cette Ligue des Champions? Les finalistes seront les mêmes que l'année dernière? Là, je ne pourrais pas donner un pronostic parce que, vu le contexte actuel des choses, va falloir attendre aussi de voir comment les équipes vont se renforcer pendant le mercato hivernal et aussi voir si éventuellement il y a des joueurs qui sont blessés ou à quoi. Oui, donc on va voir. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Non, le problème aujourd'hui, on ne peut pas dire grand-chose avec le problème du Covid. À chaque fois, tu entends qu'un joueur a le Covid et le temps qu'il se remette en route, le temps, c'est compliqué. Donc avec ce problème, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qui va être en finale ou pas. Oui. C'est loin encore.
Messieurs, l'information est tombée ce lundi 23. La Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA a jugé M. Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, coupable d'avoir enfreint les articles 15, devoir de loyauté, l'article 20, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, l'article 25, abus de pouvoir. Et donc, il a enfreint complètement le code éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28, détournement de fonds. C'est grave. L'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement de pèlerinage à la Mecque, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Dans sa décision, qui a fait suite à une longue audition, la Chambre de jugement de la commission d'éthique a établi sur la base des informations recueillies par la chambre d'instruction que M. Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée. C'est-à-dire que c'est fini pour lui et il disparaît de la carte. Oui, j'en ai bien peur, mais j'ai été le premier depuis 2 ans à décrier sur ce plateau les pratiques et puis la gestion de ce monsieur. Ancien politicien, ministre, je sais pas, il était oui, ministre. Il était ministre dans son pays. Oui, oui. Entraîneur aussi, président de sa fédération. Voilà, donc un fin politicien arrivé. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose à la Fédération africaine de football. Et j'arrive même à regretter M. Ayatou, c'est pour vous dire. Voilà. Oui. Sidi, que pensez-vous de cette affaire, de ce dossier? Il faut dire que la Chambre de jugement a conclu que M. Ahmad Ahmad, ayant enfreint ces articles, eh bien, il est interdit de toute activité relative au football, à l'administration, au niveau national et international pour une durée de 5 ans. Vous vous rendez compte qu'il y aura une amende s'élevant à 200 000 CHF. CHF, c'est l'abréviation officielle du franc suisse, la devise de la Confédération helvétique. C'est dur. C'est dur, moi ça ne m'étonne pas. Depuis que vous vous rappelez, depuis qu'ils ont fait le Burkina, ils ont rejoué le match du Sénégal. Là. Que le Burkina, le match du Sénégal, ils l'ont fait rejouer contre l'Afrique du Sud. Pour tout faire pour éliminer le Burkina Faso pour la Coupe d'Afrique. Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'au milieu de la CAF, là, les mecs là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Depuis ce moment, franchement, oui, depuis ce moment, j'ai ça à travers la gorge. Parce quand on l'a vu quand il s'est présenté, mais tout le monde disait que c'était un bon président. Les bons présidents, il faut dire qu'à la CAF là-bas, il faut savoir que même à la FIFA, tout le temps, tout ce qui concerne l'argent, il y a tout le temps de la magouille dedans. Même la FIFA, si on veut regarder bien au fond aussi, il y a des gens qui magouillent. Donc aujourd'hui, avec le problème, on se rend compte qu'au niveau de la CAF, il y a beaucoup de business qui se passe, même les matchs. Moi, en tout cas, je suis content là-dessus parce que ce qu'ils ont fait au Burkina Faso pour les qualifications et refaire le match Sénégal-Afrique du Sud, c'est vraiment... Ouais. J'ai jamais vu ça dans le football. Qui peut être président de la CAF aujourd'hui? Qui sera président de la CAF? J'aimerais bien un ancien footballeur. Ça, c'est un vœu. Alors, parmi les candidats, il n'y a pas d'anciens footballeurs. Bon, mon côté, patriote pourrait me dire qu'on espère qu'éventuellement Jacques Anouma puisse gagner. Mais, alors, si c'est un ancien footballeur, éventuellement Didier Drogba, alors. Non, si Drogba devient président de la fédération, sur le long terme, ça serait un très bon président. Mais au sein de la CAF, on a beaucoup de footballeurs qui sont là-bas. Mais est-ce qu'ils sont ambitieux? Il ne suffit pas d'y être. Parce que le problème de la CAF aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de conseillers autour d'Ahmad. C'est des personnes qui sont là. Et en fait, on ne voit pas d'avancée et l'image aujourd'hui du football africain est écorchée. Moi, personnellement, je me pose des questions sur les présidents de fédération. Non, de toute manière, en Afrique, vous regardez la FIFA, il n'y a que beaucoup d'anciens footballeurs qui sont au sein de la FIFA, en fait. Même dans les autres pays. Mais en Afrique, ceux qui ont joué au football, qui ont souffert, qui ont donné de tout leur âme et leur corps dans le football, et quand ils veulent s'approcher du football, on les met toujours à côté. Mais la plupart du temps, ceux qui s'approchent du football, c'est des gens qui n'ont jamais joué au foot. Jamais. Ouais. Ils viennent pour se remplir les poches parfois et partir. Et quand les footballeurs veulent s'approcher, on les met de côté.
Oui, mais alors qu'ils n'ont pas, chez eux, c'est parce qu'ils ont fait des longues études, ou bien c'est la politique qui les a mis là-bas, ou quoi que ce soit. Toujours, c'est la même chose. Mais il y a des footballeurs qui ont fait des grandes études. Moi, je pense que c'est les footballeurs, les anciens footballeurs n'étaient pas assez organisés ou assez ambitieux. Il faut que c'est pas l'ambition, hein. C'est-à-dire que voilà le problème. Donnez-moi un ancien joueur qui est... Les anciens joueurs. Ah non, non, mais on va pas tout le temps statuer sur Drogba. Il faut qu'un Burkinabé aussi essaye d'être président de la CAF. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que les Burkinabés ne s'en manquent pas beaucoup. Mais oui, on n'en sort pas parce qu'il n'y a pas les Burkinabés en général. Le seul problème, la seule personne qui est à la CAF aujourd'hui, c'est l'ancien président de la fédération. Parce que nous, notre football a commencé à émerger il n'y a pas longtemps. C'est pour ça, si tu prends des pays comme des Camerounais, aujourd'hui notre football est à l'avant parce qu'on n'avait pas beaucoup d'anciens professionnels par rapport aux autres pays. Aujourd'hui, si on a le quota de nombre professionnels qui vont jouer et après, on a les anciens joueurs comme Charles Kabouré, Alain Traoré, les machins qui arrivent derrière. Et là, on pourra présenter des gens adéquats pour se présenter. Merci, messieurs. Sadio Mané, regardez, eh bien, il rejoint l'ONG Right to Play, nouvel ambassadeur de cette organisation. L'attaquant sénégalais va œuvrer avec elle pour protéger, éduquer, autonomiser les enfants du monde entier grâce au pouvoir du football. Il s'appuiera sur ses antécédents en matière d'autonomisation des enfants sur le sport et l'éducation. C'est une bonne chose pour Sadio Mané qui a déclaré « Je suis fier et heureux de rejoindre Right to Play en tant qu'ambassadeur et d'utiliser ma passion pour le sport et l'éducation. » Moi j'adore Sadio Mané, il me fait penser à Niango Anderson. Des anciens de Salzbourg et j'adore ce joueur-là, il me donne une fraîcheur, il a un sourire et c'est une personne qui a vraiment bon cœur. Avant de terminer avec l'image de M. Augustin Sidi Diallo, décédé, président sortant de la Fédération ivoirienne de football, je voudrais juste vous dire merci d'avoir suivi l'essai, merci à tous nos invités, Mo Richemont et M. Sidi Napon, deux connaisseurs du football africain. N'oubliez pas la diffusion de l'émission, c'est 16h, 22h, 0h30 et 2h30. Et en heure GMT, c'est 15h, 21h, 23h30, 1h30 sur votre chaîne Africa 24. Restez fidèles. Un nouveau journal juste après cette émission. Merci encore une fois et à très vite.